Après avoir passé 5 jours en Macédoine, nous voilà partis pour le mont Olympe, après 2 petites étapes à Veria, puis à Égaï. Veria est une petite ville, connue pour sa culture byzantine. À la base, nous avions décidé de visiter le musée byzantin assez réputé, mais la route depuis Kavala fut plus longue que prévu, et nous risquions de manquer de temps pour la suite. Nous avons donc simplement visité rapidement la ville. Celle-ci, comme de nombreuses villes grecques, est riche en églises, mais elle comprend aussi un vieux quartier juif assez charmant, appelé Barbouta. Celui-ci semble très isolé de par sa situation près du fleuve. Le reste de la ville n'a rien de particulier, et nous ne nous sommes pas plus attardés, mis à part pour prendre le déjeuner. Nous avons essayé un restaurant bien indiqué dans la ville, le 12 Grada. Le restaurant est bien situé tout près du fleuve. La nourriture est assez typique, bien présentée et plutôt bonne, mais les quantités sont limitées. On se rapproche presque du gastronomique. Juste après ça, nous sommes partis pour Égaï. Égaï est un village d'un peu plus de 1000 habitants. Alors quel intérêt d'y aller? Eh bien ce petit village fut à une époque la capitale du royaume de Macédoine, et on y trouve un site archéologique important, le tumulus de Philippe II. Le site se trouve dans un petit parc au centre du village. En arrivant devant le tumulus, on ne voit qu'une simple grosse butte de terre, mais une ouverture permet de rentrer à l'intérieur pour découvrir le musée, qui est plongé dans une semi-obscurité, ce qui rend la visite un peu particulière. Le musée contient une longue fresque présentant l'enlèvement de Perséphone par Hadès, assez impressionnant. À part ça, rien d'extraordinaire, mais on peut descendre jusqu'aux portes des différentes tombes, dont celle de Philippe II de Macédoine, qui sont assez spectaculaires. Après être sortis du musée, nous avons à nouveau pris la route pour arriver le soir à Litochoro, un des derniers villages avant le mont Olympe. La route fut un peu longue et très sinueuse, mais nous a permis de découvrir de jolis petits villages et de sauver une malheureuse tortue perdue en plein milieu de la route. Et surtout, nous pouvions voir le mont devenir de plus en plus imposant à mesure qu'on se rapprochait. Le soir, nous sommes partis manger en bord de mer, dans un des restaurants qui fut notre coup de cœur du voyage. Entre un personnel serviable, des plats bien préparés et copieux, et un patron aux petits soins, l'endroit était vraiment parfait. Mention spéciale aux frites de courgettes, une vraie tuerie. Après notre nuit à Litochoro, nous avions décidé de prendre la journée pour faire l'ascension du mont Olympe, avant de reprendre la route pour la région de Vikos. Partis à 8h30, nous avons directement rejoint le parking, d'où part la principale randonnée. Nous n'avions qu'une quinzaine de kilomètres à faire, mais la route est très sinueuse. Et avec les pauses pour profiter du paysage, nous avons mis une grosse demi-heure pour arriver. Nous avons finalement commencé la randonnée à 9h30. Objectif, atteindre le refuge pour le déjeuner. Le sentier est très bien indiqué, et il commence par une petite passerelle qui surplombe un ruisseau qui débouche sur une petite chute d'eau. Le début de la balade se fait dans une forêt de hêtres, qui petit à petit laisse place au pin mugeot. Le mont Olympe est le point phare du parc national à son nom. C'est un lieu empli d'une grande richesse biologique, et avec un peu de chance, vous apercevrez des sangliers, des chevreuils, mais surtout la star des cieux, l'aigle royal. Sur le chemin, vous pourrez tomber sur quelques oratoires orthodoxes posés par-ci par-là, mais rien n'indique son passé païen. L'Olympe est en effet un site légendaire dans la mythologie grecque. Le sommet étant très souvent caché par les nuages, les Grecs ont considéré que c'était le lieu où vivaient les dieux qui passaient leur temps à festoyer. Entre 12 et 14 dieux vivraient sur ce sommet, sous le contrôle de Zeus. En y grimpant, vous n'y verrez ni Zeus, ni Apollon, ni Poséidon, ni aucun autre dieu, mais vous aurez peut-être la chance de voir un peu de neige présente parfois même en plein cœur de l'été. Mais au final, ce qui vous intéresse, c'est plutôt de savoir si la visite vaut le coup. Et clairement oui. Pour monter jusqu'au refuge, vous pouvez compter au moins 2h30 de marche. Celui-ci culmine à 2100 mètres d'altitude. C'est vraiment une belle balade avec énormément de paysages variés. Arrivé au refuge, vous pourrez trouver des boissons, des barres énergisantes et tout un tas de denrées à des prix assez corrects. En effet, le refuge est régulièrement approvisionné grâce à des chevaux. D'ailleurs, il existe des expéditions à dos de cheval pour ceux qui n'ont pas envie de faire toute l'ascension à pied. Si vous souhaitez continuer, la rando devient plus difficile pour des amateurs. Le sommet du mont Olympe atteint lui les 2917 mètres. Alors si vous souhaitez y aller, préparez-vous à encore 2 heures de bonne montée. Notre objectif était d'arriver au refuge pour prendre notre déjeuner. Toutefois, même en plein été, les températures sont fraîches et nous n'étions pas assez équipés pour rester. Nous avons donc décidé de redescendre pour sortir des nuages et retrouver un peu de chaleur.
Une bonne option pour le pique-nique est de tester les spanakopita, une des spécialités grecques. Ce sont des sortes de friands aux épinards et à la feta entourés de pâte philo. Vraiment très sympa. Au final, il nous fallut environ 5h30 pour aller jusqu'au refuge et revenir au parking, en comptant une bonne demi-heure de pause pour déjeuner. Une fois revenus à la voiture, nous reprîmes la route pour nous rendre à quelques kilomètres de Monodendry, aux portes des gorges de Vikos pour y passer la nuit. Même si le trajet est un peu long, vous pourrez y admirer des paysages variés, bien que toujours montagneux. Attention à ne pas rouler trop vite, vous croiserez sûrement sur la route des chevaux en liberté, ou bien encore des troupeaux de vaches. Quelques dizaines de minutes avant d'arriver, nous avons eu la chance d'apercevoir le lac Dionina depuis les hauteurs. Un lieu assez touristique, mais que nous n'avons pas eu le temps d'explorer plus que ça. Nous arrivâmes enfin à notre hôtel, le Angel Shelter. La chambre était propre, la vue depuis la terrasse assez jolie, et le lit vraiment confortable. Le must était le petit déjeuner vraiment très bon. C'est parti pour une nouvelle journée en Grèce. Aujourd'hui, un programme toujours porté sur la nature, avec un arrêt dans le parc national de Vikos, mais aussi sur la visite de villages pittoresques, pour terminer en bord de mer, avec notre arrivée dans une des villes les plus touristiques de la côte ouest, Parga. Nous avons pris la route dans la matinée pour aller visiter le parc national, et plus particulièrement les gorges. Le parc national couvre une dizaine de milliers d'hectares, et est très riche par ses merveilleux paysages, et la présence d'une faune riche en grands prédateurs, comme l'ours brun et le loup. En son sein, vous y verrez aussi de nombreux petits villages construits en pierre, tous plus jolis les uns que les autres, mais nous y reviendrons. Notre premier objectif a été d'atteindre le village de Vikos. Pas forcément le plus joli, mais c'est un point de départ pour descendre dans les gorges. Et quelles gorges! Les gorges de Vikos sont en effet les plus profondes d'Europe. Elles plongent à presque 1000 mètres de profondeur. Au fond se trouve une rivière, la Voidomatis. Une randonnée permet de descendre jusqu'au fond des gorges pour en ressortir à l'autre bout, au niveau du village de Monodendry. Le sentier de randonnée débute près d'un petit oratoire orthodoxe. Attention, le chemin pour descendre est très escarpé, et mieux vaut prévoir de bonnes chaussures. De plus, il y a peu d'ombre avant d'arriver au fond du canyon. Mieux vaut être aussi équipé contre le soleil. Après une petite demi-heure de descente, vous arriverez enfin au cœur du canyon. Le sentier se resserre alors et devient plus agréable. Au bord des chemins, vous pourrez trouver toutes sortes d'herbes aromatiques et médicinales dont les locaux se servent encore, comme la menthe, la mélisse ou encore le basilic. Après une autre demi-heure de marche, vous pourrez arriver dans le lit de la rivière. Mais en plein été, il ne reste pas beaucoup d'eau. D'ailleurs, nous n'avons rien du tout quand nous y sommes allés. Après l'ascension de l'Olympe que nous avions fait la veille, nous avons préféré rebrousser chemin plutôt que de suivre le sentier jusqu'à Monodendry. Le canyon reste vraiment impressionnant et c'est un lieu incontournable dans cette région de la Grèce. Ne le loupez sous aucun prétexte. Nous avons alors repris la voiture pour aller à Papingo. Ce village n'est qu'à quelques kilomètres de Vikos à vol d'oiseau, mais étant en pleine montagne, il faut une bonne demi-heure pour y aller, sur une route pleine de lacets. Elle est vraiment impressionnante. Sur le chemin, vous pourrez admirer la rivière Voidomatis et vous arrêter juste après le pont pour une baignade dans les eaux turquoises. Papingo est connu pour ses piscines naturelles. Situé un peu après le village, vous trouverez un petit cours d'eau qui serpente entre les rochers. À de nombreux endroits se forment ainsi de grosses baignoires creusées dans les roches calcaires. Le sentier pour accéder au premier trou d'eau est assez facile et vous y serez en quelques minutes seulement. Vous pouvez toutefois avancer en amont de la rivière si vous êtes prêt à vous mouiller. Là, les paysages sont encore plus sauvages, plus fantastiques, et vous aurez presque l'impression de vous retrouver au cœur d'un film d'aventure. Après une demi-heure à traverser des trous d'eau et escalader de petites chutes d'eau, vous atteindrez une bassine beaucoup plus grande que les autres, pour un plongeon bien mérité dans une eau très froide. Attention, le secteur est très riche en reptiles et en amphibiens. Vous verrez sans aucun doute de jolies petites grenouilles, mais aussi des serpents, comme la vipère péliade. Après avoir profité d'un bain dans une des piscines un peu plus chaudes en aval, nous sommes retournés à Pampago. Nous y avons choisi un des restaurants pour le déjeuner. Puis,
nous avons aussi décidé de faire un petit tour dans ce joli village, avant de repartir pour l'autre côté du canyon, à Monodandry. Monodandry est un village situé à environ 1000 mètres d'altitude, et il est le plus haut de ceux qui entourent les gorges, mais aussi celui que nous avons trouvé le plus joli. Rempli de petites maisons en pierre avec des toits en lauze, typiques de la région, ce village est vraiment pittoresque. En descendant vers le monastère, vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur les gorges. Malheureusement, l'accès était interdit quand nous y sommes allés à cause d'un éboulement. Nous avons donc simplement fait un tour du village et de ses églises orthodoxes. L'endroit le plus charmant est certainement la place centrale, entourée de quelques troquets, où vous pourrez vous arrêter pour vous rafraîchir. Enfin, pour finir la journée, nous sommes partis pour Parga. Nous avons donc quitté la montagne pour retrouver le bord de mer et atterrir dans ce village aux 1000 couleurs. Parga est sans doute le village le plus joli de la côte ouest de la Grèce. Construit en arc de cercle entre la mer Ionienne et les collines, le village est remarquable par les couleurs chaudes de ses maisons. C'est un lieu tellement touristique qu'il n'est pas toujours facile d'y trouver un logement. Le village est assez petit, mais une longue plage est aménagée le long de la jetée et permet de se baigner à n'importe quel moment de la journée, ou d'aller nager jusqu'aux différents petits îlots situés à quelques centaines de mètres de la plage. Après avoir profité de la mer, vous pouvez aussi vous promener le long de la jetée, où vous trouverez de très nombreux restaurants avec vue sur la mer, ou entrer au cœur du village pour voir les vieilles maisons et les ruelles étroites peuplées de boutiques de souvenirs. Au bout de la jetée, vous trouverez le château. La forteresse est encore en assez bon état, même si tout un tas de bâtiments ont été détruits pendant la Révolution grecque. Le principal intérêt de la forteresse est surtout la vue imprenable sur tout le village, les différents îlots, et la mer qui s'étend à perte de vue. Même de nuit, la vue de la citadelle et des alentours vaut vraiment le détour. Parga est vraiment un lieu incontournable de cette région. N'hésitez vraiment pas à faire un détour pour aller visiter ce magnifique village et ses belles plages de sable fin. Et voici donc la dernière journée de ce périple en Grèce du Nord. Aujourd'hui, un programme bien diversifié. Pour commencer, nous allons remonter le temps en allant au nécromantillon de l'Achéron. Puis, nous ferons une balade dans les eaux de la rivière du même nom. Enfin, nous finirons par la visite de la ville la plus au sud de notre voyage, Naupacte. Allez, c'est parti. Le nécromantillon de l'Achéron est un ancien sanctuaire grec consacré à Hadès et Perséphone. Ce lieu serait d'après la mythologie l'entrée des enfers, et l'Achéron, un bras du Styx, le fleuve mythique sur lequel Charon amène les âmes des morts en enfer. Le site a été très actif pendant 2 siècles. Puis, il a été incendié par les Romains en 167 avant Jésus-Christ. Le sanctuaire est pas mal abîmé, mais on arrive à se rendre compte de comment étaient les lieux à l'époque. De vieilles poteries sont exposées par-ci par-là, et un petit musée permet de mieux comprendre l'histoire du site. Malheureusement, les sculptures les plus intéressantes ont été amenées au musée d'Ioannina. Le clou de la visite est la descente dans la galerie qui donne sur ce qui aurait été la porte des enfers. L'escalier, très raide pour y descendre, la fraîcheur et l'obscurité des lieux donnent un vrai cachet au site. C'est dans ce lieu qu'il y a bien longtemps, on faisait des cérémonies où l'on droguait les gens pour qu'ils puissent parler à l'âme des défunts. En tout cas, c'est ce qu'on leur faisait croire. Après avoir visité ce site antique, nous ne pouvions pas partir sans aller voir les sources de l'Achéron, ce fleuve mythologique. En vous rendant vers les sources, vous trouverez un parking ombragé où sont garés de très nombreux visiteurs. De là, vous pouvez vous diriger vers les sources en remontant le fleuve à pied. On peut penser qu'il y a beaucoup de monde au départ, mais la plupart des gens s'arrêtent dès la première piscine qu'il faut traverser en ayant de l'eau jusqu'aux hanches. Ensuite, vous serez un peu plus tranquille et la balade est vraiment sympa. On serpente entre les falaises qui bordent le fleuve, en grimpant parfois sur les rives pour éviter les endroits où l'eau est trop profonde, ou en avançant contre le courant qui peut parfois être assez fort. Vous trouverez aussi de jolis renfoncements dans la paroi. On y trouve parfois des sources qui rejaillissent dans le fleuve. Ces sources amènent de l'eau froide dans le fleuve, ce qui peut en faire frissonner plus d'un. Ne vous découragez pas si les premiers mètres sont très froids, la température de l'eau est assez variable, et vous trouverez des endroits bien plus chauds en remontant. Au bout de la balade, vous serez bloqué par une grande piscine d'eau dans laquelle vous pouvez vous baigner.
Le parcours est vraiment chouette, mais pensez à bien vous protéger du soleil et prendre des chaussures adaptées à la marche dans l'eau. Certaines piscines naturelles sont assez profondes et mieux vaut prendre un sac spécial ou n'avoir rien sur soi qui craint l'eau pour ne pas se retrouver bloqué. Cette partie peut donc être compliquée pour des familles avec des enfants qui ne savent pas nager. C'était une des visites de rivière les plus chouettes du voyage, n'hésitez vraiment pas à la faire. Pour les plus sportifs, vous pouvez repartir jusqu'à la mer Ionienne en canoë, mais faute de temps, nous n'avons pas tenté l'activité. Après cette balade en eau vive, nous sommes partis pour notre dernière étape, Naupacte. Cette ville, de plusieurs milliers d'habitants, est la porte d'entrée pour le Péloponnèse. La ville est surtout connue pour son port, point stratégique durant l'histoire. Aujourd'hui, c'est un petit port de plaisance entouré de jolies fortifications vénitiennes que domine la statue de Georgios Anemogianis. La ville, elle, s'étale en hauteur et la montée est raide pour visiter les nombreuses petites ruelles. Par contre, arrivé en haut, vous aurez une vue imprenable sur le détroit de Corinthe et surtout sur le gigantesque pont qui relie le Péloponnèse à cette partie de la Grèce. C'est ainsi que se termine ce périple en Grèce du Nord. J'espère que vous y vivrez d'aussi belles aventures que nous. Je vous laisse, avant de vous quitter, un petit rappel du parcours effectué durant ces 9 jours de folle découverte. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle visite sur la chaîne du Bon Voyageur. Salut!